Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain dans sa totalité se dirige et construit en réalité. Nous construisons tous, sans exception, le paradis dans lequel nos futurs descendants, dans quelques siècles, il faudra encore 2, 3, 4, peut-être 10 siècles d'évolution, mais dans lequel nos futurs descendants, les humains accomplis, pourront vivre leur état de sagesse. Voilà. Donc ce paradis dont je parle, c'est le paradis tel que n'importe qui peut l'imaginer. C'est un état de paradis. On sait que cette planète a le potentiel d'être un paradis quand on se promène n'importe où, quand on se balade dans la campagne. Et partout dans le monde, on voit que la planète est un potentiel paradis. C'est nous qui en faisons un enfer parfois. Et voilà, mais je pense qu'on commence à rentrer dans la conscience de ce qu'on réalise doucement, au moins du mal qu'on réalise. On commence à prendre conscience de notre impact sur l'écologie, et donc on rentre dans l'ère de l'écologie. On ne s'en rend pas compte, mais le nombre d'activités, de créativité qui est dirigé dans cette voie est considérable, et partout sur la planète, hein, sur tous les continents, des jeunes réfléchissent, travaillent à améliorer la planète et à passer sur de nouvelles énergies, etc. Donc, je pense qu'il faudra même pas 100 ans pour changer de modèle et pour être vraiment inclus dans une évolution qu'on peut dire 100% écologique. Voilà, entre autres, hein, mais cette prise de conscience, je pense qu'elle va se faire également sur qu'est-ce que nous sommes en train de faire, où va l'humanité, quel est son sens. D'ailleurs, c'est étonnant que l'humanité n'ait pas encore pris l'autorité de se poser cette question. Elle se l'est posée au cours des âges. Hein. Certains y ont répondu, plus ou moins, ou de façon indirecte. Les religions ont pensé à cette finalité. Certaines philosophies aussi. Mais pourtant, on sait que les 3 questions de base, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, eh bien, dans la 3e question, c'est celle que l'humanité n'a pas encore résolue, n'a pas encore véritablement mis les mains dans le cambouis pour essayer de la décortiquer. Et c'est justement ce que vise à faire la mécanique universelle, éclairer cette 3e question. Qui sommes-nous? Freud a mis en œuvre, en route, pas que Freud, hein, de nombreux psychologues à cette époque ont mis en œuvre la réflexion de qui sommes-nous, mais pas d'ailleurs pas que Freud, parce que Saint-Augustin, quand voilà le nombre de personnes qui s'est inquiété qui s'est interrogé sur son psychisme, sur ce que nous sommes, c'est considérable aussi. D'où venons-nous? Eh ben, les François Coppens et compagnie se sont interrogés sur notre origine, les Darwin, etc. Donc il reste cette question, où allons-nous? Et cette question, elle est cruciale à mon sens, parce que elle nous fera passer de l'évolution inconsciente, c'est-à-dire dangereuse, violente, qui utilise la bienveillance bien sûr, mais également l'antagonisme, la guerre, la destruction, la reconstruction, etc. La façon d'évoluer inconsciente que l'humain utilise quand il évolue inconsciemment. C'est valable pour un homme,
mais c'est valable pour l'humanité aussi. Voilà, donc c'est tout le travail de la mécanique universelle et d'éclairer cette question. Alors, pour ce faire, je m'appuie souvent sur des podcasts, comme nous allons le faire là, c'est la deuxième vidéo, sur une émission de France Culture qui s'intéresse à Nietzsche et à son livre « Le gai savoir ». C'est la deuxième vidéo, je la lance, on écoute, je la découvre en même temps, la plupart du temps, je l'ai écoutée dans la nuit, mais de façon vraiment épisodique, donc je la découvre globalement. Et puis, je me permets de commenter et de faire des digressions, de pouvoir préciser la théorie et les théories que je défends sur la mécanique universelle. Allons-y. Un enthousiasme qui est appuyé sur de la rationalité, c'est ça qui est très original dans la position de Nietzsche. Et ce qui l'anime fondamentalement, c'est une insatisfaction à l'égard de la manière dont la philosophie a été pratiquée jusqu'à présent. Nietzsche considère que les philosophes ont en réalité trahi l'idée de philosophie. Ils n'ont pas été aussi radicaux, aussi exigeants qu'ils auraient dû l'être et qu'ils le prétendaient. Et ce que Nietzsche découvre en particulier, c'est qu'on a fait fausse route en s'imaginant que le philosophe était une espèce de savant, une espèce d'érudit, quelqu'un qui devait rechercher la vérité théorique. Et ce que présente le gai savoir, sous cette formule un peu énigmatique, associée un sentiment comme ça à l'idée de savoir théorique, c'est... La vérité théorique, la vérité rationnelle, donc. Et là, on peut mettre en perspective les vidéos que j'ai faites précédemment, où il y en a une bonne quantité, à partir de la réflexion de François Châtelet sur l'évolution de la raison. Donc je vous renvoie à cette écoute pour comprendre à quel point Nietzsche est important dans sa critique de la raison pure, en somme, de la raison pratique pure, comme Kant et puis d'autres ont voulu l'instiller. Pourquoi? Cette rationalité, elle apporte des vérités, certes, mais des vérités mathématiques, des vérités qui ne touchent pas la sensibilité, qui ne touchent pas une autre façon d'être. Les vérités spirituelles sont mises de côté à ce moment-là pour pouvoir avancer vers cette raison pratique. Et Nietzsche, je pense que c'est pas la bonne... C'est assez déroutant. Ce que Nietzsche découvre et expose dans cet ouvrage, c'est précisément la véritable notion, la véritable compréhension, cette fois-ci légitime, authentique, de l'activité philosophique. C'est ça qu'il va modéliser, désigner de façon imagée par cette formule de gai savoir. De Gaïa Scienza. Alors Gaïa Scienza, effectivement, parfois il utilise aussi la formule de gai saber, donc c'est du provençal, de l'occitan, bref des langues en tout cas du sud, ce qui veut dire déjà quelque chose pour Nietzsche, puisqu'il passera son temps à dire, par exemple, ça ne peut pas se dire en allemand, ça évidemment en allemand, on dit Fröhliche Wissenschaft, la gaie science littéralement, vous pouvez le dire, mais Nietzsche vous dit oui, mais vous ne comprendrez pas, les Allemands ne comprendront pas ce que ça implique effectivement, etc. Et effectivement, il y a une raison, cette référence au sud, à la Méditerranée, c'est-à-dire référence à une manière de vivre, à un type de culture, la culture provençale, des troubadours, qui est très présente dans le gai savoir, et dont Nietzsche fait un modèle, une espèce de contre-modèle d'organisation de l'existence humaine, par opposition à la survalorisation du savoir objectif, du savoir universitaire, du savoir scientifique, etc., qui relève d'une illusion et même d'une tragique illusion. On est aujourd'hui, Patrick Voeteling, 180 ans. Ça, c'est très intéressant qu'il parle vraiment de l'illusion. Et c'est clair que la raison ne parvient à toucher que les vérités mathématiques, les vérités raisonnables, les vérités rationnelles. Mais ces vérités-là ne sont pas des vérités totales, ce n'est pas la vérité absolue. La vérité absolue, je l'ai bien démontré sur ces vidéos donc, liées à la raison, elle ne se touche que par les sens, que par le corps. C'est le corps qui atteint la vérité absolue,
Et la vérité absolue, c'est l'extase. C'est à travers l'extase que le corps ressent la vérité. Dans l'état d'extase, le corps sait qu'il est au contact de la vérité. La vérité qui, selon moi, est la partie immatérielle de la matière, ce que le principe créateur, le principe qui est à l'origine de la matière, qui anime la matière, c'est le quark, la partie immatérielle que cherchent à atteindre et qu'atteignent les physiciens au CERN quand ils font exploser des atomes pour aller chercher les plus petites particules, les particules élémentaires. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien, que c'est plus de la matière. Et pourtant, c'est ça qui fait que la matière tient la route, que l'atome ne se casse pas la gueule, que les électrons qui tournent autour du noyau continuent de tourner, que la réalité existe. Si par exemple les électrons s'arrêtaient de tourner autour du noyau, l'univers s'écroulerait, ça n'existerait plus. Donc, ce qui anime tout ça, cette partie immatérielle de la matière, c'est ça qui est la vérité, la réalité. Et c'est ce que les religions appellent Dieu, en fait. C'est le divin, c'est le vide quantique des scientifiques, c'est le brahman des hindous, voilà, mais c'est de l'immatériel. Et toutes les religions ne s'y sont pas trompées, qui disent on ne doit pas se faire de représentation de Dieu. C'est pas pour rien, c'est parce que Dieu, c'est de l'immatériel. Alors, pour nous, c'est immatériel, mais en réalité, on ne sait pas à quelle forme a cet immatériel. Peut-être que dans une autre dimension, l'immatériel a une forme. Pour nous, c'est impossible de penser le vide, de penser quelque chose d'immatériel. On ne peut pas, on peut le concevoir intellectuellement, mais on ne peut pas le visualiser. Et donc, quand on atteint l'état d'extase, on est en lien avec cette immatérialité. Et c'est le corps qui est en fusion avec ce divin. L'esprit, il est vide. Dans l'état d'extase, l'esprit est complètement vide et il est occupé par cette immatérialité. Il est occupé par le divin, en fait. C'est pour ça que les soufis disent, dans cet état, il y a des soufis qui disent « je suis Dieu ». Je me sens Dieu quand il atteint l'extase. Dans cet état, ils ont le sentiment d'être Dieu, d'être le divin, d'être divin, quoi. Et en fait, c'est parce que ces particules élémentaires, c'est elles qui nous animent dans l'état d'extase. Le cerveau est vide et on est simplement en connexion avec ce vide qui constitue tout, qui constitue la feuille, qui constitue l'air, qui constitue le tôle, qui constitue la pierre, qui constitue n'importe quel autre animal. Donc on est en fusion avec ce tout, avec cet ensemble avec l'ensemble de la création. C'est ce qui fait qu'on se sent complètement en fusion avec le tout. Et c'est là où on voit à quel point la théorie de Spinoza est grandiose. Quand il fait de Dieu, il dit Dieu c'est la nature, Dieu est dans tout, c'est la nature. Mais bien entendu que sous la forme apparente, sous sa forme illusoire de l'apparence, c'est Dieu. Mais sous sa forme immatérielle de la matière, c'est Dieu aussi. Et sous la forme humaine de l'être humain ordinaire, comme par exemple là quand je parle, je suis dans la conscience ordinaire, je ne suis pas dans un état de conscience extatique. Je suis constitué du divin, mais mon esprit ne peut pas en prendre conscience, parce que je me sens distingué de l'univers. Je me sens être autre chose que le reste qui est autour de moi, la table, l'ordinateur, tout ça, je suis quelque chose de séparé. Dans l'état d'extase, cette séparation est abolie. On fait corps avec l'ensemble des choses. On se sent dans une fusion avec le tout. Mais ce n'est pas une fusion où on se liquéfie. On ne change pas de physionomie, de truc, mais c'est un sentiment
intérieur, c'est le sentiment, c'est nos organes qui ressentent cet état-là, qu'on est dans cet état de fusion. Voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire à ce niveau-là, hein, mais c'est pas grave. À peu près après la naissance de Nietzsche, aujourd'hui, lire le Gai Savoir, est-ce que ça peut encore avoir un effet? Est-ce que ce que nous a dit Nietzsche en 1882 a produit ses effets, c'est-à-dire à réformer notre manière de philosopher, et même, on va le voir, car ça ne concerne pas seulement les philosophes, mais aussi les hommes ordinaires. Est-ce que ça a changé quelque chose, ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à le lire, parce que la tâche n'est pas accomplie, et que la métaphysique reste en deçà de sa tâche, et que la morale continue, en fait, à être une question, une affaire de croyance qui peut nous aveugler? C'est les deux à la fois, à mon avis. Oui. La pensée de Nietzsche, sa manière de penser, a eu incontestablement des effets vraiment révolutionnaires dans la plupart des champs d'ailleurs de l'activité intellectuelle artistique. L'effet maximal, c'est peut-être pas en philosophie qu'on le rencontre, donc raison pour laquelle il faut précisément continuer à lire, à réfléchir à ce que le Gai Savoir nous apprenait. On peut dire qu'en quelque sorte, il y a une espèce de tremblement de terre qui s'est produit avec l'irruption de la pensée nietzschéenne. Les conséquences, nous n'en sommes pas encore au bout. C'est ça, bien sûr. Elles ont eu des conséquences grandioses, mais on n'a pas encore atteint la perfection. Donc, Nietzsche sert l'humanité, sert l'évolution de la pensée. Il a rectifié justement, il a aidé à passer de la raison pure, de la raison pratique à autre chose. Mais il faut continuer, voilà, et les théories qui se sont succédées jusqu'à celle que je défends aujourd'hui, elles continuent ce travail du philosophe qui saura continuer encore dans le futur, évidemment. On n'est certainement pas arrivé encore à ce que Nietzsche, on n'y arrivera d'ailleurs peut-être jamais, ce qu'il envisageait de faire, c'est-à-dire une modification en profondeur des valeurs. Vous savez, il écrit dans un posthume, ce que je raconte est l'histoire des 2 prochains siècles. Donc ça... on y est là, presque. Pas tout à fait, oui. Il y a encore un petit peu. Mais ça c'est super génial, parce qu'il écrit ça en 1884, je crois, ou quelque. Donc 1984, 2084. Il y a encore presque 60 ans pour atteindre ce truc-là. Mais c'était un visionnaire, et comme tous les grands mystiques, en somme, même si le terme ne lui plairait pas, mais ce qu'il a imaginé, c'est peut-être ce qui va se passer. C'est les 2 siècles, il faudra justement 2 siècles, peut-être total, pour atteindre une nouvelle métaphysique. Une métaphysique qui inclut le corps, qui inclut le plaisir, qui inclut et la raison et la raison spirituelle, en somme. Voilà, les 2 choses qui retombent sur un équilibre, mais un équilibre beaucoup plus consistant que l'équilibre qu'on pouvait rencontrer au Moyen-Âge, par exemple. Il y avait cet équilibre entre la raison et le spirituel. Sauf que la raison c'était pas la science, c'était une science qui n'était pas encore aboutie, donc c'était plutôt, on était plus axé sur le spirituel, et donc la science, c'était l'alchimie, c'était ce genre de choses qui étaient accrochées à la mystique encore. Et là, l'équilibre, c'est ce qui nous attend, en somme. Et puis, cette révolution, ce retournement des valeurs, ça doit être le point de départ d'un nouveau mode d'organisation de l'existence, quelque chose qui est prévu pour être très très long terme, bien entendu. Et en quoi lire le Gai Savoir est peut-être la meilleure manière de le faire pour à la fois des étudiants en philosophie, des férus de philosophie, ou juste, voilà, n'importe quel lecteur, n'importe quelle lectrice? Nietzsche a toujours eu une grande tendresse, disons, pour cet ouvrage, et c'est ça qui apporte la réponse, en fait. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire quelque chose
d'un peu particulier dans cet ouvrage qui est à la fois très déroutant comme tout ce qu'il écrit, très novateur, bien entendu, ça c'est l'essence même de la pensée nietzschéenne, mais en même temps très enthousiaste et très affirmateur. Il réussit à unir la rigueur et puis cette espèce d'ivresse, le mot est juste que vous employez tout à l'heure. Ah, il vient de Nietzsche, hein. Je l'ai repris de oui, ça me fait penser, bon, il parle beaucoup de l'ivresse Nietzsche, alors qu'il était sobre, apparemment. Ah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est vrai, oui, mais vous avez raison de le reprendre, c'est une bonne sélection. Donc c'est certainement un des livres qui permettent le mieux d'entrer dans la pensée nietzschéenne, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire sans douleur, sans difficulté. Voilà, oui, ce que je voulais dire, c'était ça. C'est que Nietzsche, j'ai fait beaucoup de vidéos où j'étais assez critique sur Nietzsche, et je m'en excuse d'abord auprès des aficionados de Nietzsche, qui me l'ont bien fait remarquer d'ailleurs, et ils ont eu bien raison. C'était une lecture un peu premier degré. Et je pense que Nietzsche doit être lu comme on doit lire les livres sacrés, c'est-à-dire en comprenant les métaphores et en laissant de côté ce qui est agressif, ce qui pourrait prêter un peu à confusion et qui correspond à son état d'esprit du moment, à sa colère, à sa rage, à sa à sa souffrance, etc. Donc en fait, voilà, c'est peut-être ça qui serait intéressant, c'est de le lire comme on doit lire les livres sacrés, pour pas les utiliser à mauvais escient, et pour pas utiliser Nietzsche à mauvais escient. Surtout à dire que ça va se faire rapidement. Il faut du temps, bien entendu, mais ça, c'est la philosophie de manière générale qui l'exige. Les textes sont exigeants, il faut les lire, les relire, s'y habituer. Mais disons que c'est une voie d'entrée probablement qui est moins inaccessible, moins rebutante qu'un certain nombre d'autres ouvrages de Nietzsche, où parfois il s'adresse quand même plus directement à des techniciens, à des spécialistes de la philosophie. Là, c'est pas le cas. On peut lire Le Gai Savoir sans présupposer grand-chose. Pas besoin d'être déjà un technicien confirmé de la philosophie pour entrer dans l'ouvrage. Eh bien, on va rentrer dans l'ouvrage, Patrick Wötling. Derrière les jugements de valeur suprême qui ont jusqu'à présent guidé l'histoire de la pensée, se cachent des mécompréhensions relatives à la constitution du corps, que ce soit de la part d'individus, de classes ou de races entières. On est en droit de considérer toutes les téméraires folies de la métaphysique, particulièrement ses réponses à la question de la valeur de la vie, d'abord et toujours comme symptômes de corps déterminés. Et si dans l'ensemble, ces sortes d'acquiescement au monde et de négation du monde ne contiennent, du point de vue scientifique, pas un grain de signification, elles fournissent néanmoins à l'historien et au psychologue des indications d'autant plus précieuses en tant que symptômes, comme on l'a dit, du corps, de sa réussite et de son échec, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté dans l'histoire, ou bien de ses coups d'arrêt, de ses coups de fatigue, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la fin, de sa volonté d'en finir. J'attends toujours qu'un médecin philosophe, au sens exceptionnel du mot, un homme qui aura à étudier le problème de la santé d'ensemble d'un peuple, d'une époque, d'une race, de l'humanité, ait un jour le courage de porter mon soupçon à son degré ultime et d'oser cette proposition. Dans toute activité philosophique, il ne s'agissait absolument pas jusqu'à présent de vérité, mais de quelque chose d'autre, disons de santé, d'avenir, de croissance, de puissance, de vie. Alors ça, c'est ce qu'il propose, et effectivement, mais ça me fait penser à quelque chose, parce que il critique, et il a à juste titre, la négation du monde, du christianisme, et voilà, le fait que à cette époque-là, et la religion depuis très longtemps dit que ce monde-là est illusoire et qu'en fait seul le monde, Platon le disait déjà, le monde des idées, et seul l'arrière-monde, l'au-delà, a de l'intérêt en somme. Et la réalité, la seule réalité, c'est l'au-delà, c'est l'autre monde.
le monde des idées pour Platon. Et effectivement, c'était tout à fait légitime de contester ça et pour ramener le plaisir, le désir, la vie, quoi, la vie ordinaire, pour pousser l'humanité à aller vers l'hédonisme légitime. L'hédonisme, en fait, c'est le plaisir de vivre. Ce plaisir de vivre, c'est déjà, il devrait être accessible à chaque être humain qui travaille à la construction de l'humanité. Comme je l'ai dit dès le début, tout être humain construit l'humanité, travaille à la construction de l'humanité, par le bien comme par le mal, en travaillant ou sans rien faire, en faisant, juste par sa présence sur cette planète, il travaille à la création de cette perfection dont je parle, pour nos futurs descendants. Donc nous sommes des travailleurs altruistes, où nous donnons toute notre existence pour cette œuvre gigantesque. Et donc, la logique pour une humanité humaine, ça serait d'offrir à chacun la possibilité d'être récompensé de sa journée de travail pour l'humanité par le plaisir. Voilà, par le fait de ne pas souffrir, de ne pas être esclave, de ne pas être... Donc, vraiment, d'amener de la justice dans cette humanité pour que chacun ait droit à ce plaisir. Et on sait très bien qu'il y a il y a une grande partie du monde qui travaille comme des esclaves, qui passent leur vie là-dedans, et donc qui ne voient pas le soleil, qui ne voient pas le bonheur, qui ne touchent pas du tout et ça, c'est une catastrophe de savoir qu'on vit à côté d'êtres humains qui n'accèdent pas au bonheur. Et c'est ce qui fait que le philosophe lutte tout le temps contre... C'est ce qui fait que le philosophe lutte tout le temps contre les injustices, parce que c'est insupportable. Alors, si Nietzsche lutte contre ce qui a mené cette négation du monde, c'est-à-dire Platon, on va dire, et le christianisme, voilà, la religion. Il avait raison dans ce sens à l'époque. Maintenant, je pense qu'on peut nier le monde, comme je le fais sur la mécanique universelle, dire cette réalité n'est pas la réalité, c'est pas elle qui est l'essentiel de la chose, tout en disant il faut croire à cette réalité. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, j'ai écrit le monde est une illusion, mais nous devons croire à cette illusion. Nous devons croire que le monde est la réalité. C'est la ruse de la raison d'une certaine manière. Et on doit faire comme si ce monde n'était pas une illusion. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. On le croit, ce monde. On croit que c'est la réalité. Même moi qui pense que ce monde est une illusion, je me comporte comme si le monde n'était pas une illusion. On ne peut pas vivre dans cette chose-là. Mais on peut être conscient que ce monde est une illusion. Maintenant, on peut commencer à s'élever à ce niveau-là, au niveau du fait que ce monde est une illusion, mais qu'on doit chérir le plaisir qu'on y prend, le plaisir qu'on y trouve, etc., amener à la justice pour que chacun y trouve du plaisir, que chacun passe son existence en étant récompensé à travers le plaisir, dans sa créativité. Voilà. Un extrait de la préface à la seconde édition du Gai Savoir. Cette seconde édition date de 1887. En 1882, on trouvait les 4 livres du Gai Savoir. Dans cette seconde édition, il y a donc 7 préfaces. Et le 5e livre, préface dont on vient d'entendre, lu par Anaïs Isbert, un extrait. Est-ce que dans cet extrait, Patrick Voetling, on trouve le programme très clair du Gai Savoir, à savoir à la fois le livre, mais aussi ce qu'est le Gai Savoir, comprendre enfin le corps et faire de la science
un savoir qui soit lié à ce corps. Absolument, tout y est, en condensé, en très condensé, mais de manière tout de même assez explicite. Nietzsche explique que le fond du problème, c'est la nécessité de rectifier la compréhension de l'activité philosophique. Non, la philosophie n'a pas pour objectif de chercher la vérité. Pourquoi? Alors ça, on verra peut-être par la suite, parce que justement, la vérité n'a pas le statut qu'on lui avait prêté jusqu'à présent. C'est loin d'être cet absolu, absolument neutre, absolument objectif, absolument intouchable. Si c'était le cas, on comprendrait évidemment que la vérité soit... Mais justement, on va se rendre compte, et le début du livre 1 en particulier va le montrer, que c'est pas du tout le cas. L'objectif véritable, si on cherche ce qu'il y a de plus radical, car c'est ça la philosophie, à s'attaquer à ce qu'il y a de plus radical dans la réalité, dans la pensée humaine, c'est la santé et pas la vérité, qui doit être notre problème. Donc la nécessité que Nietzsche évoque ici, c'est celle d'un déplacement, comprendre le philosophe sur le modèle du médecin et plus sur le modèle du savant ou de l'érudit. Ce qui revient à dire finalement qu'on découvre le conditionnement de nos activités, pensées comprises et pensées abstraites comprises, par la vie, par les activités vitales. Dans tout ce que nous réalisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous construisons, c'est la vie qui joue son jeu et qui traduit en quelque sorte, alors la vie ça existe toujours sous des formes très diversifiées, l'homme est l'homme et ça ne change pas, je dis ça pour éliminer toute tentation de dire que Nietzsche voudrait changer l'espèce humaine, etc. Non, ça ce sont des fantasmes qui ne correspondent à rien chez lui. La vie, l'homme est ce qu'il est biologiquement, il ne changera pas, c'est pas sur ce plan-là que Nietzsche réfléchit. En revanche, la manière d'organiser la vie humaine à partir de certaines priorités qu'on appelle des valeurs, ça connaît un spectre infini de variations dans l'histoire humaine. Et ce que Nietzsche nous dit, c'est que dans la culture européenne, il appelle ça européenne, on dirait aujourd'hui plutôt occidentale, c'est-à-dire celle qui est en fait inspirée, qui découle du platonisme, qui est encore la nôtre, il y a une certaine manière d'organiser les choses qui s'avère être à la fois critiquable et puis nocive. C'est-à-dire témoigner d'un degré de santé assez chancelant et assez inquiétant. Et en particulier la compréhension du savoir comme une pensée objective orientée vers la recherche d'une vérité tout aussi objective, ça c'est une illusion, une erreur qui est dangereuse et qui traduit surtout un état, disons, pathologique de la vie humaine. Donc voilà, le programme est là, faire comprendre comment cette mutation de la compréhension du philosophe peut et doit s'opérer. Et Nietzsche va entrer dans le détail là assez précisément dans l'ouvrage. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je vais vous faire toujours ces mêmes recommandations. Si vous trouvez qu'il y a un peu d'intérêt à l'humanité, pour qu'elle prenne conscience qu'elle a un sens, qu'elle a une orientation, une finalité, et l'homme également, c'est lui qui construit cette évolution. Vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, laisser des commentaires et visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je développe depuis 25 ans maintenant cette théorie. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence et à très bientôt.